Bonjour, ici Stevie Ray. Bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de Lachelet. Nous sommes situés au 1400 rue Yves-Blais. À chaque semaine, c'est l'émission qui va dans toutes les directions et nous sommes disponibles, comme vous le savez, sur Facebook, sur Kimarina Flashback. Une autre émission au sujet varié aujourd'hui. Notre deuxième invitée, elle fait partie de l'équipe de Bâton Rouge Live déjà depuis un certain temps. Elle est spécialiste en dressage et comportement canin. Et le titre de sa chronique pourra en éclairer plusieurs sur son animal de compagnie aujourd'hui, soit à faire et à ne pas faire avec son chien. Nous recevrons une experte en la matière pour bien nous guider sur le sujet, soit Maryse Chauvette. Mais tout d'abord, amorçons cette émission. Notre première invitée, place à la musique. Elle est DJ déjà depuis plus d'une décennie. Le dance music est pour elle non seulement un exutoire, mais surtout une façon de s'exprimer. La musique a toujours été en elle et c'est maintenant son métier. Et pour nous partager ses expériences, elle qui a fait vibrer les gens dans de nombreux endroits, et pour nous parler des dessous du métier ainsi que de la musique, dis-je bien, d'hier et d'aujourd'hui, une artiste du son très passionnée, Anaïs Lay. Bonjour Anaïs. Bonjour Sylvie. Ça va bien? Très bien, toi? Ça va très bien. Je sens qu'on va s'amuser. La musique fait partie des thèmes favoris de l'émission. On va faire différent aujourd'hui parce que oui, on va explorer le passé, on va parler de ton CV, on va parler de musique, mais on va y aller dans le vif du sujet pour ce qui se passe présentement. Qu'est-ce que tu anticipes pour le retour en force ou des gens qui seraient peut-être un petit peu craintifs quand on parle du monde de bars, clubs et discothèques? Tu vois ça comment, là, la reprise des activités suite à cette crise? C'est vraiment une bonne question, avec... Question d'actualité. Oui, en effet, ça recommence bientôt, enfin, oui. Je dirais, ça a été très long, et puis ça va donner un vent de renouveau, en effet, et puis je pense que les gens qui sont passionnés réellement, et non pour diverses raisons, qui sont pas nécessairement faites pour le bien de la communauté artistique au niveau de la musique underground, c'est vraiment des passionnés qui ont gardé le cap tout le long de la pandémie. Donc, c'est des gens vraiment qui Donc, des gens qui ont besoin de fêter, ils ont hâte que ça reprenne pour de bon. Pas non seulement fêter, mais aussi connecter, je dirais. C'est très important. Se réunir. On a manqué beaucoup de ça dans les dernières années, je dirais. Ben, moi aussi, c'est l'impression que j'ai. Maintenant, question suivante. Le dance music, il s'en va où? Ça aussi, c'est une très bonne question. Je veux dire, depuis un certain nombre d'années, moi, ce que j'ai remarqué, parfois, de plus en plus de styles, on dirait que ça se dilue. Et je ne sais pas, il me semble que ce n'est plus comme avant. Certainement, mais plus de diversité ne dit pas nécessairement le genre. Oui, je suis d'accord avec toi. Plus de diversité, simplement, tu vas aimer plus le style de musique que tu vas écouter. Il va venir plus te rejoindre, il va avoir plus de sons différents, je dirais, moins mettre tous les œufs dans le même panier, comme on dit, avoir plus de, plus de choix. Je trouve que c'est intéressant d'avoir plus de choix. Ça fait partie de ton approche, ça? Oui. D'aller plus dans toutes les directions, comme on dit dans l'émission, que de te concentrer seulement sur un style, même si tu te définis plus comme underground, un peu plus que dance music? Exactement, donc je vais jouer surtout des sons techno et house, dépendamment de l'endroit où je vais jouer. Donc ça va toujours être une espèce d'histoire que j'ai envie de raconter dans ma musique, dans la façon que je veux approcher la soirée, quel genre de vibe que je veux donner aux gens ce soir-là. C'est toujours différent, je prépare, toutes les soirées sont uniques, je dirais. Une mauvaise question, est-ce que ça t'a manqué? Oui. Poser la question, c'est y répondre. Beaucoup. Mais jusqu'à quel point? En fait, jusqu'au point où tu doutais d'un retour éventuel complet? Du tout, non. En fait, je pense que j'ai pris le temps, en fait, de simplement me redécouvrir dans d'autres domaines. Donc, j'ai un travail, j'ai d'autres activités artistiques que j'adore faire, comme du tricot? Le tricot. Bon. Non, ça, c'était ma grand-mère. Mais c'est des très beaux. Des fois, un retour aux sources, on ne sait pas. Mais non, la musique fait trop partie de moi. C'était certain que j'allais y retourner un jour ou l'autre. Donc, tu es DJ depuis 2011 et de ton propre aveu, tu me disais en pré-entrevue que la musique a toujours été en toi. C'est la musique aussi qui t'a un peu sauvé d'une certaine façon. Toi, tu étais très timide et c'est une façon de t'exprimer. Et tu as toujours été DJ sans le savoir. Ça veut dire que tu étais celle qui apportait la musique dans des parties avec des amis. Exactement, que ce soit chez moi ou chez des amis. J'étais toujours celle qui réveillait un peu la soirée avec mes nouvelles découvertes musicales. Et puis, ça a toujours été quelque chose que j'adorais. Et tu fais un petit peu dans la production. Tu as commencé ça. Tu m'as dit que tu es maintenant autodéterminé. Tu as ton propre studio. Plusieurs aspirations à ce niveau-là ou c'est seulement un à côté?
Non, j'ai plusieurs aspirations. Je pense que dans la prochaine année, ça va être quelque chose où je vais vraiment me concentrer sur ce domaine-là. C'est beaucoup de choses à apprendre dans la production, mais en même temps... c'est presque infini. C'est infini, certainement, mais c'est quelque chose qui me passionne tellement que ça en devient facile. Entre autres endroits où tu as évolué, le Salon Dahomey, je pense que tu es encore là, c'est depuis 2016. Pour faire un peu de pub, là, ça se trouve à Montréal, sur la rue Saint-Laurent. Mais tu m'as dit que c'était ton endroit préféré. Oui, c'était... Pour quelle raison? Mais écoutez, le Salon Dahomey, c'est un salon de famille. C'était un endroit qui était sur le mont, l'avenue Mont-Royal à l'époque. Okay. Et puis c'était plus petit que maintenant où ils sont installés. Et puis il y avait une espèce d'endroit familial, on pouvait se retrouver, on connaissait tout le monde, on pouvait simplement danser, vivre la vie sans nécessairement se soucier de tous les problèmes là, quotidiens. La clientèle parfaite, l'endroit parfait. Exactement. Ça fait déjà 5 ans que tu es là. Oui, est-ce qu'on peut dire que tu es DJ résidente? Pas encore, je vous dirais, mais j'ai souvent été invitée là, plusieurs fois par année à jouer là. Un autre endroit où tu as joué durant 3 ans, les gens se rappelleront sûrement le bar Le Passeport. Oui. Et ça, c'est gothique et underground. Ça veut dire quoi, ça, pour le commun des mortels qui sont seulement dans, disons, le dance music? Je vous dirais, un peu comme le rock a un côté alternatif, donc la musique électronique aussi a un côté alternatif. Donc, peut-être avec des sonorités plus différentes, tout simplement, sans nécessairement y aller bizarre, là, comme les gens vont dire dans le gothique. Mais non, c'est simplement un mode de vie. Mais quelqu'un qui arriverait là avec ses pantalons à plis français, les gens sont habillés gothiques? Ben justement, c'est par rapport à l'inclusion dans l'alternatif. Il n'y a personne qui est mis de côté. Ah, ben ça, c'est bien. J'aime beaucoup ta réponse. Tu m'as dit que tu n'avais jamais postulé, ou à peu près, parce que moi, je suis de ceux qui croient qu'un bon joueur qui est travaillant aussi fait sa chance et on s'attire ce qui est fait pour nous. Donc, toi, tu as trouvé des emplois, on t'approche, tu as fait ton nom, on voit que tu es talentueuse et passionnée de ce que tu fais et tu as eu cette chance-là, que les gens t'ont approché depuis tes tout débuts. Oui, j'ai vraiment eu beaucoup de chance, tout simplement. Et puis, je pense que ça transparaît certainement dans la façon comment je parle de la musique en général. Les gens savent que j'adore ça, que je veux faire découvrir des nouvelles choses aussi. Tu es toujours souriante comme tu l'es présentement. Je pense que c'est un gage de réussite parce que le sourire attire le sourire, comme on le dit. Donc, tu as travaillé également au New House 3 ans, de 2018 à 2020. Ça, c'est sur Crescent. Le Festipack aussi. Ça, c'était quoi, ça? Ça, c'était du dance music pur. Oui, ça, c'est un nouveau festival, en fait. La première édition a eu lieu en juin dernier. Donc, le premier festival après la pandémie. Donc, ça, c'était vraiment ça, c'est bien, ça. Un beau moment. Le Velvet. Oui. Très connu. J'ai été une seule fois. Et tu as joué au One Left à Toronto. One Love à Toronto, exactement. One Loft. Oui, exact. OK. Tu as joué souvent à Toronto? Oui, quelques fois, en fait, quelques festivals. One Love, qui était un bar très connu à Toronto. Il y a les célèbres haut-parleurs de Angel Moraes, qui est des haut-parleurs vraiment de très, très haute qualité, qui a également Et gigantesque? Gigantesque, non seulement, mais pour le visuel, c'est très, très bon également. Donc, ça fait toujours plaisir de jouer là-dessus. Tu as joué également au Play, au Unity, qui était sur Sainte-Catherine. Qu'est-ce que tu as remarqué à Toronto? Est-ce que les foules sont plus grandioses? Est-ce qu'il y a une approche différente de Montréal? C'est une bonne question parce que je connais beaucoup de gens à Toronto, donc c'est sûr que c'est des gens que j'apprécie vraiment et puis qui sont un peu dans la même famille que moi, donc c'est sûr que je trouve que la famille qui englobe cette scène-là est vraiment incroyable également. Mais si tu vas dans des clubs, peut-être qu'il y a un petit peu de... Comment dire? Ça représente la ville aussi, qu'il y a un grand centre commercial, où l'économie domine, donc c'est un peu ça qui se reflète dans la couleur parfois. Peut-être un petit peu moins personnel. Un petit peu moins ouvert. On est à Montréal, on est très artistique, très ouvert, donc c'est la différence, je dirais. Je vois ce que tu veux dire. Et une de tes anecdotes, c'est quand tu as joué en Jamaïque. Oui. Et que les gens ne voulaient pas de dance music. Non, ça t'avait surprise. Ça m'avait surprise. Et puis, oui, parfois, il faut s'adapter. Il faut vraiment s'adapter. Si les gens sont en Jamaïque, c'est souvent... C'était du reggae qu'on attendait. Du reggae qu'ils voulaient, c'est ça. Mais là, qu'est-ce que tu fais dans une situation comme ça? Il faut s'adapter. Pas le choix. La confiance règne. Tu n'as pas d'attente dans la vie. Tu dis « go with the flow ». Ça veut dire quoi, ça? Parce que c'est ce que j'ai remarqué chez les musiciens et musiciennes, c'est d'être connecté au moment présent.
Et c'est ce qui distingue aussi les artistes DJ. Tu nous dis quoi là-dessus? Connecter avec le moment présent, je pense c'est qu'il n'y a rien d'autre en fait que le moment présent, surtout en musique. Là. Donc, si on ne connecte pas avec les gens sur le dance floor, ben, les gens en profitent moins. Et puis. Et savoir aussi voir le besoin qui est requis. Exactement. Et quoi puis faire c'est jouer là que tout plaisir se retrouve. Ouais. C'est comme ça qu'on connecte avec les gens. C'est comme ça que, Tu étais une personne timide. Et la musique t'a délivré de cette timidité comme on voit chez tant d'artistes. Exact. C'est bien ça? Oui, totalement. Et puis ça a commencé très jeune, en fait. Dès mes 12 ans, j'ai voulu apprendre le piano. Okay. En fait, c'est mon professeur qui avait reconnu que j'avais un certain intérêt en musique. Ouais. Donc elle m'a guidée. Et puis depuis ce temps-là... tu joues la guitare aussi? Je jouais de la guitare. Et puis j'ai fait plein de spectacles, justement. Par la suite, c'est ça qui m'a vraiment sorti de ma timidité. De me dire, Qui a la plus grande influence musicalement sur ta vie? Y a-t-il un DJ reconnu peut-être internationalement qui a eu une influence sur ton style? Oui, totalement. J'en ai plusieurs. Oui, ben c'est ça. Tu peux m'en nommer quelques-uns. Je peux en nommer quelques-uns. Sacha, Digweed, Quiver, des artistes anglais, beaucoup. Les artistes montréalais aussi, j'en ai plusieurs. Pas David César, Guetta? Romero. J'aime mieux pas en parler. Oui, c'est ça. Je te taquine un petit peu. Là. J'ai déjà acheté un CD de David Guetta. Je suis coupable. Ouais. On va parler maintenant du sexisme, de la discrimination qu'on peut vivre dans toutes sortes de sphères d'activité, comme tant de femmes ont vécu. Tu m'as dit à un moment donné, au début, le doute fait qu'on accepte les mauvais mots parce qu'on n'a pas beaucoup d'expérience. Mais toi, as-tu vécu des épisodes où, parce que tu étais une femme qui se retrouve à la console, tu as vu, entendu, vécu des moments difficiles à cause de ça? Ça a été, c'est déjà arrivé, je te dirais, comme je te disais, surtout au début, là, on est souvent moins confiants, donc les gens se permettent peut-être un peu. Mais maintenant que ça fait assez longtemps que je pratique ce métier-là, j'ai une certaine confiance sur scène. Donc, même si les gens n'aiment pas, les gens n'aiment pas, ou peu importe, c'est pas un problème pour moi maintenant. Mais tu ressentais une certaine retenue ou un préjugé dans tes débuts? Un petit peu. Mais surtout que ça fait déjà 12 ans. Surtout qu'en majorité, tu sais, dans les grands événements, c'est surtout les hommes. Donc, pour être capable de percer en tant que femme, il faut avoir une certaine force. Puis, je pense que c'est quelque chose qui peut en inspirer d'autres aussi à être plus forte. Oui, à persévérer. Mais on le voit là, dans notre société qu'il y a de plus en plus d'avancements, à juste titre, notamment dans le monde du sport. On a vu des nominations dernièrement au hockey, entre autres. Tu es une personne très positive dans la vie. Si on parlait maintenant de ton style et l'évolution de ton style au cours des dernières années, parce qu'à un moment donné aussi, tu m'as dit que la musique dark ne te représente pas, mais tu sais faire profiter les gens de tout ça. Donc, un côté où on doit s'adapter comme tous les DJ. Mais tu te définis comment, à titre de DJ, dans ton style et dans ton approche? Oui, bien écoute, j'aime tout ce qui est énergique, vraiment mélodique. La mélodie est vraiment très importante pour moi. Et puis, j'ai toujours aimé aussi les sonorités jazz un peu. Mes derniers spectacles étaient un peu basés là-dessus, avec des sons plus, je dirais, plus jazz, exactement. Ouais. Puis avec des vocales aussi, un petit peu plus alternatifs, différents. Mais et le house, c'est une de tes grandes cordes, ça? Oui, le house, c'est vraiment... Le house qui semble éternel. Oui, puis toutes ses formes. Oui. Toutes ses formes. Il y en a de plus en plus de formes de house, là, ça devient fou. L'ennemi silencieux redoutable du DJ, c'est la chaise berçante. On en a parlé, toi et moi. Certains DJ, tu vas fréquenter un club, ils font jouer toujours les mêmes tubes à la même heure parce que ça fonctionne, mais à un moment donné, ça devient redondant. Ils tombent dans la chaise berçante et comme tout artiste, on doit se renouveler. Tu me dis quoi sur la chaise berçante? C'est quelque chose que tu as en tête quand tu fais des prestations. Bon, je ne dois pas me répéter et je dois rester, disons, dans l'invention du moment présent. Qu'est-ce que tu me dis sur la chaise berçante du DJ? Ça dépend toujours du niveau d'investissement que le DJ veut donner aussi. Moi, j'ai vraiment envie de toujours créer un nouveau voyage aux gens, donc c'est pas la même motivation artistique, je pense, de vouloir simplement divertir les gens ou les faire voir autre chose, tout simplement. Donc, on pourrait dire, tu as des DJ qui sont des DJ parce qu'ils doivent donner un certain produit, puis tu as des DJ qui sont dans l'âme des artistes. Ouais. On va le reconnaître aussi dans une certaine teinte à un moment donné. Totalement. Oui, hein? Peut-être une question qui est un peu sexiste, mais qui est basée
sur mon expérience aussi et ce qu'on peut constater, est-ce que tu vois une différence dans l'approche musicale chez les DJ femmes et les DJ hommes? Y a-t-il une différence selon toi? Pas vraiment, je pense, non. Ben, c'est certain qu'on a une certaine sensibilité peut-être un peu différente. Ouais. Mais on a aussi une approche différente dans certaines choses. Mais non, je te dirais, tout le monde a quelque chose à apporter, donc tout le monde devrait être égaux à ce niveau-là. Ouais, c'est malheureusement pas toujours ce qu'on voit sur le terrain et sur les ouvertures d'esprit aussi. Donc, dans ton cas, spécialement après la crise, est-ce qu'on peut dire qu'être DJ, c'est une drogue légale? Oui, certainement, je te dirais. J'aurais de la difficulté à ne plus être DJ. Non, hein? Je pense qu'en général, c'est le chemin d'une vie. Oui. Maintenant, question suivante. Qu'est-ce qui est le plus exigeant du métier de DJ selon Anaïs Lay? Les horaires sont parfois compliqués, de jongler, jongler. Puis pas être capable de s'endormir avant 6-7 heures. Ça, et puis simplement jongler avec toute notre vie sociale et le travail la fin de semaine. Donc ça, c'était vraiment... c'est quelque chose à gérer et qui est possible d'être balancé là, si tu fais la bonne chose. As-tu déjà songé quitter le milieu, soit parce que tu étais fatigué, ou pour toute autre raison? Est-ce que c'est déjà arrivé, tu as dit, moi, je vais quitter ça définitivement, pas seulement une pause? Non, totalement. Ça m'est jamais arrivé. Non. Moi, j'aime bien dire que les DJ, ce sont des artistes du son. La définition du bon DJ, selon moi, entre autres qualités, savoir s'adapter, spécialement à voir ce qui se passe sur le dance floor. Aimer le monde, évidemment, parce que si t'es pas enclin à aimer les gens, tu vas être très malheureux dans un club. Une dose d'humilité, parce que c'est pas toujours facile. Des fois, on va avoir des commentaires du style comme un DJ me disait dernièrement, puis ça le fâchait quand il entendait quand est-ce que la bonne musique va commencer. Être travaillant. Oui. Mais selon toi, Anaïs, la définition du bon DJ, c'est quoi? Être à l'écoute. Être à l'écoute des gens, de connecter, tu l'as dit déjà, et puis... toujours chercher du renouveau, je pense. Oui, se renouveler, c'est une expression qui revient constamment dans le domaine artistique. Puis et aussi supporter la scène en général, ça c'est important. S'investir aussi dans la scène, supporter les autres DJ. Il n'y a pas de compétition, je pense, dans le monde du underground en général. Peut-être dans le monde plus commercial, c'est différent parce que là, il y a plusieurs labels justement qui vont compétitionner pour les chartes. J'aime beaucoup ce que tu dis. Mais en réalité, on devrait plus se tenir ensemble, je pense, puis repasser la scène parce que, comme tu dis, peut-être que pour l'instant, ça semble mort, mais je pense que si on se met tous ensemble, ça va pouvoir revenir facilement. Anaïs, nous allons prendre une petite pause, ce ne sera pas tellement long, c'est fort intéressant. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenelle. Nous sommes situés au 1400 rue Yves-Blais. C'est un endroit imbattable quand on parle de bons repas. L'atmosphère est très chaleureuse et je peux vous dire que c'est revenu en force parce que ce week-end dernier, il y avait vraiment beaucoup de monde ici. L'atmosphère était vraiment chaleureuse. N'oubliez pas, il n'y a rien de mieux qu'un délicieux steak cuit à votre goût, mais il n'y a pas que la viande rouge au Bâton Rouge Lachenay. C'est un menu qui est complet. Donc, un restaurant de choix qui vous attend au 1400 rue Yves-Blais. Je donne le numéro de téléphone pour les livraisons et les réservations dans le 450, c'est le 581-1888. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec une femme de musique, une DJ d'expérience, Anaïs Lay. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche. L'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom. Un très beau magasin, beaucoup d'expériences qui vous attendent sur place, puisque ça fait déjà un quart de siècle que ce magasin existe. Une bonne réputation, tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche. Et pour des conseils et des bas prix, allez voir François, le propriétaire, qui est pratiquement toujours sur place, un chic type. Donc, Performance Chasse et Pêche, c'est situé au 303 Notre-Dame à Repentigny. Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Parlons maintenant de mieux-être, puisque c'est ce que vous offre notre partenaire Happy Buddha, le centre du bonheur, avec une super gamme de soins pour le corps et l'esprit. Et pour optimiser et refaire ses énergies, on s'occupe de vous notamment avec ce qu'on appelle les soins formation Access Bar pour le déblocage énergétique et le drainage lympho-énergétique. Donc, faites-vous une faveur, Happy Buddha, le centre du bonheur pour s'offrir une vie meilleure et pour faire le plein d'énergie complet, un ressourcement parfait. C'est une très belle expérience que je vous recommande. Donc, Happy Buddha, le centre du bonheur, pour les meilleurs soins énergétiques, un endroit magique. C'est dans le 514-217-54-75. Maintenant, on va revenir à nos moutons, ma chère Anaïs. Tu es musicienne, oui. Avant toute chose. Être musicienne, à la base, c'est une corde à ton arc de plus.
Et probablement aussi pour évaluer, pour faire des choix musicaux éclairés, parce que, exemple, pour faire des mix, je ne crois pas que c'est un avantage que tous les DJ ont. Jusqu'à quel point le fait d'être musicienne, tu penses, t'aide dans ton métier de DJ? Bien, c'est certain que de mixer deux chansons ensemble, il y a une espèce de ce qu'on appelle à la base une clé à chaque chanson. Donc, si jamais tu as deux clés qui sont dissonantes, donc là, tu risques d'avoir un peu de difficulté à les mélanger ensemble. Donc, le fait Tu de... parles d'accords? Oui, les accords, exactement. Mais ça. chaque chanson a un accord fondamental. Donc, si jamais tu mixes deux chansons ensemble et puis qu'ils sont dissonants, ouais, tu risques de créer un mauvais effet. Donc, ouais, d'être musicien, tu vas pouvoir connaître les différents intervalles, les différents effets. Donc, j'ai bien deviné. Oui, totalement. Dans ton cas, pourquoi on est DJ? Tout simplement parce qu'on aime la musique. On aime faire danser. On aime faire danser, on aime faire découvrir la musique aux gens. L'évolution maintenant du métier depuis tes débuts, est-ce que tu vois une différence, que ce soit sur le côté technique, sur les tendances, sur la façon aussi de produire ou de mixer? Qu'est-ce que tu remarques, disons, depuis entre 10 et 15 ans? Oui, bien, avant, c'était plus pour apprendre à produire, là, par exemple. Donc, c'était un petit peu plus difficile. Il fallait aller soit dans des écoles ou simplement connaître quelqu'un qui était très bon en la matière ou simplement l'apprendre par toi-même. Et maintenant, on a démocratisé un peu la façon d'apprendre à produire la musique électronique. C'est quand même une bonne chose. En même temps, ça fait beaucoup de contenu de gens qui commencent en la matière, donc d'aller trouver un peu des bijoux, là, on vient avoir un petit peu plus de travail là-dedans. Mais c'est possible. Et puis, il y a de la musique vraiment fantastique, là. Ah ben oui. Vraiment fantastique qui est sortie parce que... Il y a des gens qui sortent de nulle part et qui viennent de carrément nous méduser par ce qu'ils apportent. Exactement. Parlant justement de ce qu'apporte la musique, parce que c'est parfois carrément thérapeutique, tu m'en as fait mention, tu as eu des moments difficiles dans ta vie et la musique t'a bien aidé, spécialement le dance music, puisque je crois que ça apporte une certaine joie. Certains vont dire même l'euphorie, parce que c'est souvent combiné avec un cocktail, soit d'alcool ou d'autres choses. Ça change le mood, l'humeur. Ça éloigne des problèmes, on tombe dans une bulle parce que parfois on a l'impression de vivre dans un monde de fous. Ça aide lors de moments difficiles, mais dans ton cas, jusqu'à quel point ça t'a aidé dans des moments qui étaient moins faciles? Ça m'a simplement reconnecté à moi-même, en fait, souvent. Puis après ça, ça m'a aidé aussi à me reconnecter à la vie, tout simplement. On a besoin de passer par ces périodes-là, un peu, je pense, pour se retrouver. D'accord avec toi. Et puis, ça m'a permis aussi de reconnecter avec les gens, de le partager avec les gens. Et puis, ça m'a beaucoup aidé. Qu'est-ce qu'il y a chez certains styles de musique? Parce que c'est pas juste les paroles, c'est sûr c'est une question de rythme. Je pense que tu es la personne toute désignée pour parler de ça, parce qu'on remarque, disons, dans le rock, il y a un peu plus d'agressivité. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le dance music qui donne le goût de bouger, selon Anaïs Lay? Ah, le rythme, tous les sons, en fait, tout est fait pour nous allumer, nous donner envie de bouger et de transcender presque, là, dans certains cas, dans certains styles de musique comme le trance ou le dépasse, le techno. Il y a plusieurs chaque genre en fait à sa façon aussi de nous rendre, qui nous donne envie de bouger. Changer nos énergies. Changer l'énergie, exactement. Nous apporter une certaine joie. Après plus d'une décennie comme DJ, encore une certaine adrénaline avant tes prestations? Tout le temps. Parce que je dis toujours que dans ces métiers-là, c'est très important, justement, quand tu passes trop au-dessus de tes affaires, c'est là que tu vas te planter. Mais dans ton cas, est-ce qu'il y a un rituel d'avant-match? Es-tu superstitieuse? Ça se passe comment? As-tu besoin de ton moment de solitude? Oui, j'ai mon petit moment de méditation avant, là, que j'ai toujours besoin. Simplement juste pour me recentrer, essayer de contrôler un peu cette petite anticipation-là. Et puis, avant, je pensais que c'était de la nervosité pendant très longtemps. Et puis, quand j'ai décidé de changer ça pour de l'anticipation, j'avais plus hâte. Là, ça a tout changé. Et puis, ça m'a permis vraiment de plus apprécier mes premières secondes, toujours les plus compliquées, d'embarquer sur scène. On va penser des fois qu'on est nerveux, non? C'est parce qu'on a hâte. On a hâte, c'est ça, exact. Oui, c'est bien dit. Est-ce qu'on apprend encore après toutes ces années? Oui, toujours. Oui? Toujours. Je savais que tu me dirais oui parce que tu es pleine d'humilité, comme on dit. Mais est-ce qu'on apprend autant qu'à ses débuts? Ou c'est au compte-gouttes, après 10 ans, 12 ans? J'apprends toujours autant. Oui? Oui,
Entre autres projets aussi auxquels tu participes, tu fais du bénévolat pour aider par la musique. Ça s'appelle FK en musique, la fondation et un comité aussi pour la fibrose kystique. J'aimerais que tu me parles brièvement de tout ça, de quoi il en retourne. Oui, totalement. Mais FK en musique, c'est une fondation en fait qui a été créée il y a 2 ans. Et puis, on allie la musique et la cause de la fibrose kystique, donc on amasse des fonds. La dernière fois, c'est 10 000 que vous avez ramassé. Oui, c'est ça. Vraiment, c'est vraiment, d'année en année, on améliore vraiment notre rendement. Et puis, on a aussi un autre événement qui s'en vient au mois de mai, pendant le mois de la sensibilisation de la fibrose kystique. Donc, on va avoir un événement qui s'en vient très bientôt. Et puis, sinon, c'est pendant le temps des fêtes. Okay. Donc, à chaque Noël, on a notre campagne. Vous pouvez aller voir sur fkanmusique.ca. On a notre site web. Vous avez la possibilité de vous impliquer bénévolement également si c'est une cause qui vous touche. Sinon, vous pouvez aussi faire des dons sur la page, tout simplement, sur fkanmusique.ca. Et puis, voilà. Ça, c'est intéressant. On va y aller de quelques questions rafales pour terminer. Tu vas me répondre par un mot, un nom ou une phrase. On va y aller avec des réponses un peu plus condensées. Quel conseil ultime tu donnes aux nouveaux DJ aspirants? Des gens peut-être qui se sentent interpellés, qui font jouer de la musique dans leur sous-sol et qui disent « Moi, j'ai le talent ». C'est quoi ton conseil? Fonce. Vas-y. Oh, j'aime ce que tu dis. La passion pour être DJ, ça se joue où en premier? Parce que c'est pas juste un goût pour la musique, ça prend une petite coche de plus pour vouloir être DJ. Parce que j'aime beaucoup la musique, je ne suis pas DJ. Le rythme. OK. Ah, c'est bien. Maintenant, on va parler un peu des années 80-90. Est-ce que c'est encore beaucoup en demande et est-ce que c'est un aspect que tu exploites? C'est de là que tout est parti. Je dirais, les années 90, ça a été... avec les années dance, c'est vraiment ce qui m'a mis la puce à l'oreille de la musique en général. Mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est pas nécessairement quelque chose que je joue, mais il y a parfois des remixes qui se passent. C'est des années 80 que les gens apprécient beaucoup. Ça amène la nostalgie. Donc, tu vois que les vieux grognons comme moi arrivent d'une époque qui était quand même bien. C'était vraiment... Alors, je peux dire que c'était quelque chose, les années 80-90, au niveau de la musique. Même, je dirais la musique en général. Quand on parle de production, d'événementiel, aussi de travailler dans la musique, es-tu d'accord avec moi que l'union fait la force? Comme tu le disais si bien tantôt, je veux dire, c'est beau la compétition, mais ça amène où? À partir de quel moment on est un vieux DJ? On parlait tantôt de la chaise berçante, mais à quel moment quelqu'un, sans dire qu'il est dépassé, mais il n'est plus à point? Il y a un indicatif? Ça dépend, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va apprécier ta musique. Donc, même si tu n'es plus dans le cours populaire, tu peux quand même toucher quelqu'un. C'est quoi pour toi une soirée réussie et satisfaisante? Quand les gens sourient partout dans la salle. Ah oui? Et ta clientèle favorite? Parce que tu as sûrement joué dans des endroits où parfois c'était teinté d'agressivité, il y a eu des bagarres, ce sont des clubs. D'autres endroits sont un peu plus compliqués sur la musique. Mais pour toi, la clientèle favorite, c'est quoi? Je dirais, justement, dans le monde underground, c'est pour ça que j'ai dirigé vers ça. C'est plus des gens qui ont un sens de la communauté. J'aimerais que tu nommes 2 ou 3 tubes, 2 ou 3 morceaux qui sortent le DJ du pétrin à tout coup. On appelle ça un as dans sa manche. Oui. Des tunes fétiches pour Anaïs Slay. Tu dis, moi, si je suis mal prise, je sais que je fais jouer ça, puis ça lève. Mais écoutez, j'en ai plusieurs, là, mais il y en a une que j'aime beaucoup, c'est Epica de Guy Mansell, qui est une chanson que j'ai entendue pour la première fois au pique-nique électronique il y a une dizaine d'années déjà. Et puis une autre chanson qui est plus mélodique, là, qui va surtout en fin de soirée, c'est The Sky Was Pink de James Holden. Wow. Une très bonne chanson aussi. Maintenant, c'est sûr que dans la clientèle, dans des clubs, il y a des gens qui sont tannants. En boisson, est-ce que ce sont les hommes ou les femmes qui sont les plus tannants? Parce que moi, je pourrais te raconter quelques anecdotes que j'ai vécues dans différents clubs. Et je ne saurais pas trop quoi répondre là-dessus, mais... Je dirais les deux. Je sais pas, c'est
pas... bonne réponse. Ouais, les deux. Faut pas être sexiste. Ta définition personnelle de la musique, parce que moi, je dis toujours que c'est le langage international des humains. Et dans ton cas, c'est quoi la définition de la musique pour toi? C'est un langage d'émotion, simplement, et puis de vibration. Oui. Est-ce que le dance music était meilleur dans les années 80-90 que ce qu'on vit présentement? C'est simplement que c'était plus frais à l'époque. C'était Frais? nouveau. OK. Ouais. Maintenant, c'est qu'on doit peut-être pousser on s'est la limite habitué. un peu. OK, ça devient redondant. Ton souhait en terminant pour l'année qui s'en vient, suite à ce qu'on espère appeler l'après-crise, c'est quoi le souhait d'Anaïs Lé musicalement? Ah, c'est sûr, c'est entendre plein de musique avec entouré de personnes, des personnes vraies. Ben, je te remercie d'avoir été des nôtres. Merci. Pardon. Et pour te remercier, j'ai un petit cadeau pour toi. On va essayer de faire différent. C'est une encyclopédie, parce que tu es une artiste, où on va donner les 1001 films à voir, les meilleurs films de l'histoire. Génial. Et je crois que tu vas bien apprécier. C'est un livre que j'ai aussi déjà offert à une autre personne qui a bien aimé. Je veux dire, tu vas tout voir là-dedans. C'est un petit cadeau, parce que je sais que tu viens de loin aujourd'hui. Fait que merci d'avoir été des nôtres. Je te souhaite beaucoup de travail et de succès, notamment dans tes productions. Et on espère tous que les clubs vont revenir à ce qu'on a connu avant. Merci Anaïs, c'était fort intéressant. Espérons qu'on va pouvoir se reprendre. Et bon succès dans tout ce que tu entreprends. Merci beaucoup, Sylvie. Merci. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être retraité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Et vous aurez compris ici qu'on parle de bébites. La solution, c'est Rive-Nord Extermination. 35 ans d'expérience qui vous attendent sur place, une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Et n'oubliez pas, plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Et une infestation, c'est parfois carrément un drame pour certaines familles. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination, je donne le numéro de téléphone dans le 450 qui est le 582-6706. Maintenant, je vous parle de Samoto, un garage tout à fait particulier et très fiable, situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. La confiance règne, le travail est bien fait, le respect du client, ça c'est très important dans la culture de l'entreprise. De longues explications, de longues années d'expérience vous attendent sur place. Ce sont tout simplement les tops de la mécanique. Samoto, c'est situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. Maintenant, notre deuxième invité, ses chroniques sont toujours teintées de compétences et de bonne humeur. Elle est spécialiste en comportement du chien et dirigeante de l'entreprise qui est partenaire de l'émission, soit J'aime ton chien. Le titre de sa chronique d'aujourd'hui, à faire et à ne pas faire avec votre animal favori. Avec nous, notre sympathique chroniqueuse, Maryse Chauvette. Bonjour Maryse. Bonjour Sylvie. Ça va bien? Mais oui, toi? Ben, dans ton cas, je pense que ça va toujours bien. Tu es entouré de tes amis les chiens, donc tout va bien. Oui. Je sais que pour toi, c'est très important. Re-bienvenue à l'émission. Ma première question, comment va Bjorn? Il va Bjorn va très bien. Bjorn, c'est son chien qui est très gros et imposant. Tu me dis qu'il est très gentil. Oui, très Parce gentil. que quand je vois des photos de Bjorn défiler sur Facebook, je me dis toujours, je voudrais pas le croiser avec la lèvre qui remonte et pas de bonne humeur. Non, il est très très gentil, puis il est très doux aussi, très travaillant. Ben, comme sa maîtresse. Maintenant, à faire et à ne pas faire, moi je vais te lancer sur une piste déjà en partant, parce qu'il y a des gens qui prennent leurs animaux pour un bouc émissaire, ils vont carrément se défouler, on en a parlé toi et moi dans d'autres chroniques. Ma question, c'est sûr que la claque, et comme tu me le dis souvent, et tu en as parlé avant, la claque ou la hausse de ton, ce n'est pas bon avec son animal. Mais où débute l'abus? Trop d'autorité et les gestes qui ne sont pas appropriés avec ton expertise. Mais en fait, c'est une très bonne question, mais c'est une question que je ne peux pas répondre avec une réponse très courte. Dans le fond, je veux juste expliquer qu'il y a deux méthodes d'entraînement qui existent, comme je t'avais expliqué. Oui. Puis au niveau des méthodes qui sont punitives, c'est pas que la punition est nécessairement mauvaise, c'est sûr qu'il faut être capable de bien doser. Là où est mon point, c'est que quand on utilise une punition, chose qui arrive, c'est que la plupart des gens vont le faire à un moment qui est pas le bon moment. tard. C'est jamais le timing est super important. Il faut le faire quand le chien a l'intention de. Et encore là, si on utilise une punition, c'est qu'on va dans la méthode qui est pour éviter. Donc deux méthodes d'entraînement pour éviter ou pour recevoir. Et à ce moment-là, quand je vais dans la méthode qui est pour éviter, qui est plus punition, plus traditionnelle, choker, collier à pic, ou la claque, peu importe le nom imposant et tout ça. Ce qui arrive, c'est que ça apprend rien au chien. Donc, à ce moment-là, c'est, par exemple, je prends... Ben, j'aurais une question, tiens. Oui.
on voit ça, peut-être que c'était plus à la mode avant. Le chien a fait quelque chose sur le tapis, mais tu vois ça une demi-heure après, tu prends ton animal, tu lui fous le nez dedans. Oui. C'est vraiment pas ça qu'il faut faire. Ben non, parce que, il est trop tard, donc étant donné que c'est pas le bon timing, c'est pas l'intention, il comprend pas, c'est juste pas éthique. Et à ce moment-là, ce que ça fait, non seulement il comprend pas, mais il va commencer à avoir peur de l'humain. C'est un peu ça le côté négatif de la punition, c'est qu'on apprend par la peur. Et comme c'est dans la méthode pour éviter, ben à la seconde où la personne n'est pas là pour lui faire éviter la situation, mais le chien comprend vite que s'il n'y a rien pour éviter, ben il va recommencer la même action dans la même circonstance. Donc, par exemple, je vais donner un exemple vraiment super rapide. Là. Moi, j'avais 2 chiens avant, Charlie et Bjorn. Et quand je rentrais, parce que j'ai des enfants aussi, quand je rentrais dans ma maison, j'avais un petit muret puis un mur à côté. Et il y avait les souliers pas trop loin. Donc, avec les sacs d'épicerie, les 2 gros chiens super contents de me voir qui sont là, mais qui sont juste vraiment dans ma bulle. Moi qui arrive avec le bébé, la porte à gérer, ben si, exemple, j'avais commencé à utiliser une méthode plus punitive ou « Hey, allez là-bas » ou peu importe, chose que j'ai déjà fait, aller là-bas pour avoir de l'espace, mais ce qui arrive, c'est qu'à chaque fois que le contexte se reproduit, à chaque fois que je rentre dans la maison, ils refont sans cesse le même comportement parce qu'ils ne savent pas quoi faire autrement. Donc, ce que je leur ai appris, c'est que je suis allée étape par étape. Donc, c'est quoi qui me dérange? Ben, c'est le fait qu'ils sont dans ma bulle quand je rentre. Je les aime, mes chiens, mais quand j'ai les mains pleines, je veux avoir de l'espace pour mieux les saluer ensuite. Donc, ce que je leur ai appris, c'est que quand j'ouvre la porte, donc mon déclencheur, c'est la porte qui ouvre, mais quand j'ouvre la porte, ça veut dire va sur ton tapis et reste jusqu'à temps que je te libère. Donc, je l'ai conditionné pendant 1 mois. À chaque fois que je rentrais, il allait sur le tapis. Et ce comportement-là, c'est maintenu parce qu'il y a un apprentissage. Ils savent maintenant qu'est-ce qu'ils ont à faire. Il y a une logique derrière tout ça. Si j'utilise, par exemple, une méthode qui est punitive, bien, dès que le contexte se reproduit, ils se sont perdus, ils ne savent pas plus quoi faire. Et si j'utilise quelque chose qui est punitif, bien, nécessairement, j'utilise aussi la peur et ça fait en sorte que le chien va commencer à avoir peur de l'humain. Puis au final, c'est pas ce que je veux prôner dans mes méthodes éducatives. C'est plus de travailler en collaboration avec son chien, puis que justement, il sache exactement qu'est-ce qu'on attend de lui. Même chose avec un chien qu'on va apprendre, exemple, méthode traditionnelle avec le fameux choker. Ce qui arrive, c'est que dès que le chien va tirer moindrement, ben, on l'étrangle, puis à la seconde où il arrête de tirer, on arrête de l'étrangler. Donc, ce qu'il comprend, c'est que quand il met une tension dans la laisse, il va se faire étrangler. Donc, pour éviter, donc ça c'est la méthode, pour éviter de se faire étrangler, ben, il va avoir une laisse qui est moindrement plus détendue. Mais à la seconde, on lui enlève le choker, on lui met un collier normal et qu'il comprend qu'il ne sera pas étranglé, qu'est-ce qui se passe? Et il recommence. Donc, au final, il n'y a pas eu d'apprentissage. Et c'est là où, de mon point de vue et de mon expérience, oui, c'est plus long d'introduire des exercices, un plan d'entraînement, des apprentissages, les rendre acquis, après ça généraliser, tout ça. Sauf qu'au final, ben c'est acquis ensuite et ça va se maintenir versus si j'utilise quelque chose qui est juste pour éviter. 1, il apprend rien. 2, c'est pas éthique parce que, exemple avec le choker, ben, même s'il y a beaucoup d'entraîneurs qui vont dire il sent rien, s'il évite de le faire, c'est qu'il y a une douleur qui est associée à ça. Donc, c'est pas éthique et à ce moment-là, ben, on entraîne avec de la peur et c'est pas ce qu'on veut. Quand tu dis pas éthique, il faut comprendre que tu parles pas, c'est pas une référence à la poésie. C'est 2 mots, pas éthique. C'est pas éthique. Question peut-être un peu bizarre. Dans l'approche, pour montrer des trucs et pour faire comprendre certaines choses à l'animal, est-ce que c'est la même chose avec un chat? Oui, ben la même logique? Oui, on peut entraîner un chat aussi bien qu'on peut entraîner. Est-ce que tu entraînes des chats également? Un chien. J'ai une préférence pour entraîner. Mais il y a des gens qui vont te voir avec des chats? Là, non. Parce que tantôt, je vais avoir une question aussi par rapport aux chats pour toi. Oui. Je vais y aller d'une question, après ça, tu pourras poursuivre. Oui. La technique de la récompense. Oui. Parce que ce qu'on voit, c'est, bon, si tu fais le bon chien, on va te donner un ananas, un aliment, quelque chose, je sais pas, un morceau de quelque chose. Ouais. C'est quoi la bonne technique, la bonne façon de procéder pour arriver, avec la récompense, à faire donner la patte ou va chercher ou... Ah ben là, ça dépend, OK? Parce que là, je mélange des choses ensemble. Un peu. OK. Ben, tu vas me démêler ça. Non, c'est ça. T'sais, au niveau de comment leur apprendre des trucs, ben, on va utiliser souvent des méthodes. Ça va être la méthode
du leurre que je vais utiliser énormément pour plusieurs comportements. Donc, entre autres, le retour au pied, le assis, le couche. Je vais leurrer l'animal, c'est-à-dire que je vais me prendre un morceau de nourriture entre mon pouce et mon index et je vais, de façon stratégique, soit, exemple, si je veux le faire asseoir, ben, je vais lui mettre sur le bout du nez, donc lassant, et en levant la tête vers le haut et l'arrière doucement. C'est la même chose avec un chat. Nécessairement, est-ce que ça crée un déséquilibre? Okay? Donc, comme il y a un déséquilibre, ben, les fessiers vont tomber au sol. Okay. Et là, après ça, je vais utiliser un marqueur de récompense qui va indiquer que oui, c'est le comportement que je voulais, qui est le yes. C'est en anglais, donc comme je suis francophone, ça fait pas partie de mon vocabulaire. C'est court, c'est précis, ça va venir indiquer pour quel comportement il est récompensé. Donc, c'est beaucoup plus facile pour l'animal de le reproduire ensuite. Je pensais que tu allais me dire que c'est la même chose avec un homme. Peut-être qu'elle l'essayait, ça fonctionnerait. Ah, donne la patte. Je vais essayer ça. Va au dépanneur. Mais donne la patte, c'est un entraînement plus, plus en modelage libre. Oui. Dans le modelage libre, c'est plus que c'est le chien qui va produire un comportement, c'est moi qui vais aller l'indiquer. Mais au début, ce que je préfère pour donner la patte, c'est je prends la patte, je récompense, je dépose la patte. Je prends la patte, je récompense, je dépose la patte. Après plusieurs répétitions, je vais commencer à descendre ma main, attendre un petit peu. S'il met sa patte dans ma main, yes, j'identifie mon comportement, je récompense ensuite. Non, c'est bien ça. Donc, tu sais, il y a une clarté, il y a une structure. Mais en modelage libre, c'est que c'est le chien qui réfléchit à comment produire le comportement qui est désiré, moi qui vais aller l'indiquer. Mais c'est sûr que je vais travailler de façon stratégique. Si, par exemple, j'entraîne le tapis, c'est en modelage libre, je vais me positionner devant le tapis. Donc, par curiosité, le chien va venir me voir, va piler sur le tapis, le sentir, etc. Je vais le récompenser en position couchée. Et ensuite, quand je le fais sortir, pour lui refaire faire l'action de revenir, je vais lancer la garderie, donc je vais le libérer, je vais dire « OK » et je vais la lancer devant le tapis, ou le coussin, la doudoune, peu importe, de sorte à ce que devant, il revienne naturellement vers moi ensuite, parce que ça a été intéressant. Mais reste que c'est lui qui a réfléchi à qu'est-ce qu'il devait faire comme comportement. Versus le leurre, c'est moi qui le guide, je lui fais faire, puis après ça, j'enlève mon leurre de mes mains, ensuite je récompense s'il le fait, puis après ça, je le mets sous commande verbale. Je vais y aller avec ma question sur les chats. Oui. J'ai inscrit certaines données parce que je veux savoir, selon toi, la différence, spécialement quand on parle de dressage, d'apprendre des petits trucs, la différence entre le chat et le chien. Parce que je pense que le chat est plus débrouillard, pas nécessairement plus intelligent. La relation n'est pas la même nécessairement avec son maître. Le chat, c'est moins exigeant. C'est parfait pour les personnes âgées. Je veux dire, question de, il n'y a pas besoin de prendre sa marche. On a parfois l'impression que la mission du chat dans la vie, c'est de dormir et de se lécher. De se lécher n'importe où, et puis après ça, le maître l'embrasse sur la bouche. Mais ça, c'est une autre histoire. Question de survie, le chat va peut-être être mieux nanti. Par contre, le chien, je pense, est un peu plus intelligent. Mais je veux savoir, selon Maryse, l'experte, c'est quoi la différence majeure, et on peut-tu dire qu'il y en a un qui est plus intelligent que l'autre entre le chat et le chien? Bien, si on parle d'intelligence, selon la définition d'un éthologue que j'avais écouté, écouté une conférence d'un éthologue, je me souviens plus son nom exactement, mais la définition de l'intelligence, c'est la capacité de pouvoir s'adapter au monde qui évolue. Donc, au niveau de l'intelligence, les deux sont intelligents dans le sens où les deux sont capables de s'adapter et d'évoluer, mais au niveau de qui est le plus à risque de survivre, c'est le chat. S'il n'y avait plus d'humains, oui, c'est le chat, parce que, comme je t'expliquais la dernière fois, au niveau de la séquence de prédation du chien qui est normale, entre guillemets, il y en a 7 séquences et les chiens ne la font plus tous. Donc, ça va arriver fréquemment qu'on va voir un chien qui va partir à courir vers un écureuil, par exemple, le met en gueule, le secoue, et dès que ça bouge plus, il ne fait plus rien avec. Alors que dans une séquence complète, mais c'est causé directement par l'humain parce qu'à force de jouer avec la génétique et de reproduire celui qui le comportement qu'on désire, donc par exemple celui qui est le plus dans la poursuite, avec celui qui est le plus dans la poursuite, on finit par éteindre certains comportements qu'il y a dans la chaîne de prédation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui font de la mise à mort, ingestion et tout ça, ça arrive, mais c'est excessivement rare. Habituellement, les chiens ne vont plus faire la séquence complète. J'ai sauvé un petit Suisse qui était en train, je ne sais pas s'il était en train de se faire tuer, c'était derrière chez moi, j'entendais des cris bizarres. Puis
puis il y avait un chat qui était en train de martyriser un petit Suisse, puis quand vous voyez un écureuil qui est foncé, c'est un Suisse, là, les plus petits, il était en train de manger, je pense, une bonne correction. Est-ce que dans ce qu'on vient d'énoncer, le fait d'avoir des griffes avantage le chat pour la question de la survie? Ben non, je pense plus que c'est plus au niveau de la génétique qu'on vient jouer avec, plus que qu'est-ce qu'il y a comme outil pour pouvoir survivre. Mais c'est ça, je pense plus que vraiment, c'est pas tant au niveau physique, parce qu'ils ont des super bons à tous les chiens, là, ils vont avoir des belles séquences de fixation. Ensuite la poursuite et tout ça, mais c'est plus au niveau de est-ce que nos chiens aujourd'hui sont capables de se faire une séquence complète? La réponse est la plupart du temps non, parce qu'on les a reproduits pour certaines fonctions précises au niveau des comportements de chasse, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne pourraient pas survivre, parce que les chiens, c'est des individus qui sont sociaux, et dehors en nature, ben, nécessairement, ils seraient la plupart du temps en groupe, en théorie. Et à ce moment-là, il n'y a rien de plus dangereux qu'un groupe de chiens parce que, exemple, dans des pensions, ce qu'on va éviter de faire, si les pensions le font, c'est pas fantastique, mais de mélanger petit chien avec grand chien, ça ne veut pas dire qu'un grand chien ne peut pas jouer avec un petit chien que ce soit acceptable. C'est que si c'est un groupe de chiens qui sont à l'extérieur, ce qu'on appelle la prey drift, s'il arrive un déclencheur qui va enclencher la prédation du chien, mais ça peut faire un carnage. Donc, si on a le petit chien qui court et que le grand chien court autour, typiquement, moindrement que le petit chien se blesse à une patte, lance un petit cri aigu, ben ça peut enclencher... La peur de l'animal est ressentie, pas la peur, c'est que la prédation, c'est un piton rouge qu'on vient peser dans le cerveau. Puis c'est quelque chose qui est très, très ancré au niveau de la génétique du chien. Donc, moindrement qu'il y a un signal qui fait penser que c'est possiblement une proie, ça se fait toute seule, c'est pas le chien qui décide que ok, c'est plus mon ami, c'est rendu une proie. Et là, tombe en séquence de prédation. S'il y a plusieurs chiens, il va y avoir de la facilitation sociale. Donc, tous les chiens vont se mettre ensemble sur le petit. Puis... En une phrase, là, c'est quoi la différence entre les gros et les petits chiens? Parce qu'il y en a une. La grosseur. OK, c'est beau. Question suivante. Je n'avais pas pensé à celle-là. Là, c'est toi qui m'as eu. Je m'attendais vraiment pas à celle-là. Il y a aussi la raison pourquoi on adopte un chien. Souvent, les petits chiens, on va les materner, on va moins... Non, mais dans leur comportement, c'est quoi la différence entre le gros et le petit chien? C'est sûr qu'on voit que le petit chien a l'air plus peureux, mais encore là, ça peut être trompeur. Mais je veux dire, y a-t-il vraiment une différence? Ben, c'est plus au niveau de pourquoi on les reproduit. Souvent, j'ai des gens qui vont me dire, moi, j'ai adopté, par exemple, un Yorkshire ou un Chihuahua, puis j'ai beaucoup. Mais c'est des chiens qui ont été génétiquement reproduits pour avertir quand il y avait de la vermine, si je ne me trompe pas. Donc, c'est sûr à ce niveau-là, il y a un petit comportement qui est génétique là-dedans aussi. Là. Dans le à faire et à ne pas faire, le meilleur conseil que tu donnes aux gens pour connecter dans leur relation avec leur animal, un petit truc de psychologie simple, c'est quoi dans l'approche pour arriver à vraiment connecter avec son animal? Tu dis quoi comme conseil? Avoir un lien de confiance, avoir un lien affectif avec ton animal. Une bonne communication. La plus belle chose que tu peux faire, c'est quoi? Ben, c'est de donner de l'affection, d'être là pour lui, mais c'est sûr que c'est d'avoir une belle structure aussi. Oui. Si, exemple, j'ai la donner sa marche, exemple, tout ça. Oui, mais c'est sûr que combler ses besoins, c'est non négociable. Là, ça va être vraiment super important. Mais au niveau de comment avoir une bonne communication avec le chien, parce que je peux avoir aussi quelqu'un qui va marcher avec son chien va tirer, va avoir aucun respect pour l'humain en arrière parce qu'il tire comme un fou, il va réagir aux autres chiens, etc. Et à ce moment-là, ben, même si on compte ses besoins énergétiques, physiques, mentaux et masticatoires, ben, il reste qu'il n'est pas plus équilibré parce qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de... Ça prend une cohérence, ça prend vraiment une bonne façon de mettre tout ça en marche. Avant d'aller à la pause et de revenir avec tes points, moi j'ai dit souvent, j'ai eu nombre d'animaux, je veux dire surtout des chats. Je n'avais pas des chats qui avaient une grosse bedaine comme ça parce que le phénomène du bol plein, de toujours avoir le bol plein, ce n'est pas bon parce que tout être vivant a besoin à un moment donné d'avoir faim aussi, sans que ce soit un jeûne. Et tu m'as confirmé ça dans notre petite pré-entrevue hier.
avant l'émission, de toujours garder le bol plein. Tu nous dis quoi sur cette notion-là? Bien, ça va dans mes points de nutrition, de nourrir intelligemment. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la fameuse gamelle, je conseillerais jamais de donner la nourriture dans une gamelle et de laisser le chien manger à l'intérieur d'une gamelle. Pourquoi? Parce que ça prend 3 secondes. Il a terminé ensuite de manger et il va avoir le temps de s'ennuyer, de faire autre chose, alors que dans les faits, comme je disais, au niveau des séquences de prédation, bon, même si les chiens les font plus tous en théorie, reste qu'au niveau nutritif, c'est la même chose pour l'humain. On a des besoins à combler au niveau de comment aller chercher notre nourriture, puis comment bien s'alimenter pour vraiment aller combler les dépenses énergétiques qui sont inexistantes. Donc, si je le donne dans une gamelle, après 3 secondes, il n'y a plus rien à faire. Idéalement, je le nourris de façon intelligente, donc je peux aussi, dans le fond, si je décris un peu la nutrition, j'ai-tu le temps de décrire un petit peu la nutrition? Donc, nutrition normale du chien, mais la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont passer au repérage et faire travailler 15 minutes le cerveau ici ou la mâchoire. C'est équivalent à une heure d'exercice physique pour le chien. Okay? Donc, c'est excessivement important et ça va aller diminuer aussi le niveau de stress, d'anxiété du chien, au niveau de la mastication. Ça a vraiment un bel effet à ce niveau-là parce que c'est une activité qui est excessivement calmant. Au niveau c'est ça. Donc, première chose qu'ils vont faire, c'est qu'il y a la phase de repérage. Donc, ils vont sentir les odeurs pour pouvoir repérer la proie. Et à ce moment-là, ben, ça vient faire travailler le cerveau. Un coup qu'ils ont trouvé la proie, ben, il y a les 7 séquences de prédation qui vont être mises en œuvre. Donc, fixation. Un coup que la proie se met en mouvement, il y a la poursuite, morsure, secouement, morsure fatale, dépeçage, ingestion. Et dans le dépeçage, ingestion, c'est important que j'en parle, mais c'est là où, par exemple, que c'est une poule qui ont attrapé, ils vont aller déplumer. Donc, ils vont arracher aussi les organes et tout ça. Donc, il y a un comportement, un patron moteur, donc c'est un comportement que le chien doit faire dans son alimentation, et c'est le fait d'arracher. Donc, vous allez le revoir, ce comportement-là, aussi avec les toutous, les poussins, donc les chiens qui arrachent. Bien, c'est le comportement qu'ils ont besoin de faire. Il y a des chiens qui vont avoir plus que d'autres, mais reste qu'ils ont besoin d'arracher. Deuxième chose qu'ils ont besoin de faire, c'est licher. Troisième chose, c'est de mastiquer. Donc, si je lui donne dans une gamelle, il ne peut pas arracher, il ne peut pas mastiquer, et il ne va pas travailler non plus pour l'avoir. Et si je veux refaire une représentation de son alimentation normale, mais je pourrais lancer aussi ses croquettes dans le gazon ou dans la neige pour qu'il s'habitue à chercher au sol, à l'extérieur, plutôt que de regarder encore une fois s'il n'y a pas quelque chose qui se passe autour, puis japper parce que je vois l'écureuil passer sur le fil, ou etc. Et d'autres façons de le faire travailler, mais ça peut être dans des jeux intellectuels comme les cognes, sinon il y a des tapis de fouille aussi. C'est pas obligé d'être la marque Cogne. Tant que vous avez un jeu en caoutchouc qui a 2-3 à l'intérieur qu'on peut cacher de la nourriture, ben, ça va être une très belle façon de nourrir le chien de façon intelligente. On va prendre une petite pause, Maryse. Tu nous apprends des choses vraiment aujourd'hui. On a beau penser qu'on connaît ça, les chats, surtout les chiens, mais c'est fort intéressant. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live. Nous sommes en direct du restaurant situé au 1400 rue Yves Blais. Nous sommes présentement en compagnie d'une experte en comportement canin, soit Maryse Chauvette. Et cette chronique est gracieuseté de l'entreprise qu'elle dirige, J'aime ton chien, est le sujet de la chronique d'aujourd'hui, à faire et à ne pas faire avec son animal favori. Je vous parle du tout dernier partenaire à se joindre à l'équipe de Bâton Rouge Live, une entreprise responsable et sérieuse, spécialisée dans le dressage et l'entraînement de votre animal favori, soit J'aime ton chien. Courtoisie et expérience font partie de la culture de l'entreprise, que ce soit un simple ajustement sur le comportement ou pour tout ce qui concerne le dressage et l'entraînement du chien. Évidemment, comme vous le savez, son animal de compagnie, c'est un peu comme un membre de sa famille. On ne veut pas le confier à n'importe qui. Donc, pour consulter et confier son animal en toute confiance, dites-vous que si votre animal favori était un humain, vous iriez chez J'aime ton chien. Le numéro de téléphone de l'entreprise spécialisée justement en comportement canin dans le 514, c'est le 895-8738. Chez J'aime ton chien, votre animal sera aux petits soins. Maintenant, un mot sur un domaine très en vogue ayant connu une progression fulgurante au cours des dernières années, soit le tatouage. Un de nos partenaires ici à Bâton Rouge Live, une entreprise où service rime avec qualité, c'est Dave White Tattoo. Il est difficile de faire confiance, de trouver le parfait artiste tatoueur, et pour être reçu avec professionnalisme et gentillesse, et pour que vos désirs au tatouage soient réussis avec finesse, vous n'avez qu'à consulter sur Facebook Dave White Tattoo, et le travail sera 100% à votre goût.
Il te reste quelques points? Oui, je peux les prendre. On en a parlé quand même plusieurs, là, mais oui, je peux... Moi, j'ai une question pour toi. En consultation, tu détectes rapidement le chien qui a été maltraité? Oui et non. Je pense que tu me l'as déjà posé cette question-là, si je me trompe pas. Puis, ça se peut. Oui et non. C'est sûr que je me répète, quand tu vieillis, des, c'est ça que ça fait, t'oublies. Je vais avoir des doutes là, au niveau de est-ce qu'il y a eu la maltraitance ou pas. Mais c'est sûr qu'il y a des chiens qui vont aussi avoir des expériences qui vont leur nuire, dans le sens où ça arrive souvent là, que j'ai des chiens en consultation qui sont très très peureux, qui ont peur de beaucoup de choses, et ça ne veut pas dire nécessairement que parce qu'ils ont peur de l'humain, ils ont été maltraités. Ces cas-là que je vois souvent, c'est souvent quand ils étaient jeunes chiots et qui ont eu beaucoup de traitements vétérinaires. Exemple, ils étaient malades, ils ont subi des opérations. Puis à ce moment-là, ben, ça fait en sorte qu'à chaque fois qu'ils voient un humain... Il y a un réflexe. Ben, pas qu'il y a un réflexe, c'est qu'à chaque fois qu'il voit un humain quand il est chiot puis qu'il est dans sa phase de socialisation, parce qu'on a 3 phases de développement, même chose chez le chien. Première phase, c'est quand on vient au monde, donc on n'a pas peur de rien, parce que si on avait peur de quelque chose, on aurait peur de nos parents, comme nos sens sont pas très bons. Deuxième phase, c'est la phase de socialisation. Donc, c'est là où les gens sont le plus malléables et qu'on peut prévenir le plus les comportements. Donc, ça ne veut pas dire que, exemple, que ça va éviter complètement qu'il y ait des comportements dérangeants qui arrivent plus tard, mais c'est vraiment là où j'ai vraiment une latitude qu'on peut travailler au niveau de la prévention. Ensuite, la dernière phase, c'est la phase un petit peu plus adolescente, adulte, où là, ben, on commence à avoir peur de la nouveauté. Et ça, c'est quelque chose qui est normal, parce que si on n'avait pas peur de la nouveauté, ben, on ne pourrait pas survivre. Donc ça, c'est la dernière phase où c'est sûr qu'à ce moment-là, vers 6, 7, 8 mois, il y a des comportements qui vont apparaître, où là, on va se rendre compte que il n'avait jamais fait ça avant, mais je me rends compte qu'il y a vraiment peur de plusieurs choses. Il y a une grosse évolution au niveau de la peur par rapport à ça. Donc, si on revient aux jeunes chiens qui étaient dans leur phase de socialisation et que tout ce qui se faisait faire, c'était des manipulations. J'en ai un en consultation, justement. Lui, le petit Alaska, il a 3 pattes. Donc, il a été sauvé là, par une technicienne en santé animale qui l'a recueilli parce qu'il y avait une patte qui était déformée, puis l'autre d'en avant, finalement, est luxée, mais il y a encore celle d'en avant, mais celle-là est amputée. Donc, tu sais, à chaque fois qu'il y a eu des traitements en bas âge, ben, c'était toujours quelque chose qui était douloureux. Donc, l'humain devient associé à possiblement que ça va être désagréable pour moi. Tu sais, souvent, s'il y a des cas de maladie ou d'opération en bas âge, tu sais. Maryse, 1 ou 2 points en terminant, parce que le temps est écoulé, qui sont importants selon toi. Ben, dans le fond, ce que je voulais dire, ça, on en a parlé. Donc, au niveau de ce qui est important, ben, c'est sûr que si vous voulez avoir une bonne compréhension, que votre chien ait une bonne compréhension de vos commandes, ben, il faut éviter de répéter sans cesse vos commandes. Donc, je donne ma commande. S'il ne la fait pas, je lui montre mes attentes. Donc, je lui fais faire directement pour vraiment conserver votre association. OK? Premier point, très rapide. En fait, prochaine, c'est de diminuer la récompense de façon aléatoire et non pas directement. Parce que si je veux maintenir un comportement, ben à ce moment-là, si, exemple, je vais travailler et demain matin, ma boss, qui est moi, on va dire, me dit qu'elle ne me paye plus, ben ça se peut que je décide de comportement, que je décide de ne pas rentrer. C'est la même chose pour le chien. Donc si je le récompense beaucoup, puis du jour au lendemain, je le récompense plus parce que c'est acquis, ça ne marchera pas. Il faut y aller de façon intelligente. Donc, je diminue mon ratio graduellement. Au niveau du renforcement, je pense que ça va être mon dernier point. Je pense que c'est un peu ta question que tu avais tout à l'heure. Quand je parlais de motivation au téléphone, tu te souviens? Bon, au niveau du renforcement positif, l'humain, on a tendance à voir le renforcement positif comme la fameuse méthode gâterie, puis on va être coincé avec notre gâterie. Mais dans les faits, c'est pas ça du tout. Un renforcement, c'est juste on offre quelque chose que le chien veut. Donc, il est renforcé en l'ajoutant, c'est un renforcement positif. Donc, je renforce son comportement en ajoutant quelque chose que le chien aime. Au niveau de la motivation, ben c'est sûr que là, il y a une différence. C'est pas juste des gâteries qu'on va utiliser en entraînement. C'est juste que c'est plus facile à dissimuler, donc à éliminer aussi éventuellement.
Et c'est plus facile aussi de pouvoir leurrer le chien sans trop d'excitation. Oh, ça, c'est bien. Si j'ai un chien, exemple, que sa motivation ultime, c'est la balle, le jeu, si je sors la balle, possiblement que si son renforcement, Oui. sa motivation ultime, il va être surexcité. Okay. Donc, si je sors la balle et que je veux lui apprendre à faire des exercices calmes, ça risque de pas vraiment fonctionner. Donc, c'est super important. Je commence, oui, avec la fameuse gâterie ou la récompense ou sa nourriture, s'il est gourmand. Puis ça, c'est une bonne façon de rentabiliser sa dépense énergétique. Mais bref, et ensuite, je vais venir varier ma motivation. Donc, ça peut être des câlins, ça peut être d'utiliser un mot marqueur qui va être intéressant pour le chien, donc bon chien qui va le motiver. Je vais le motiver, oui, avec la nourriture, je vais le motiver avec un jeu. Okay. Donc, je peux le motiver aussi par le fait de, t'es revenu vers moi, maintenant tu peux retourner dans l'environnement ou aller jouer avec l'autre chien. C'est ça. Donc, c'est ça. Maryse, une dernière question. Tu me réponds cette fois-ci par une phrase, pas de virgule. Est-ce que quand l'animal te lèche dans le visage, tout ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le baiser du chien? C'est sa façon à lui de t'embrasser, il est content de te voir, disons, tu arrives. Vrai ou faux? Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, on peut dire ça. Parce que souvent, on voit les gens pas de virgule, oui, on peut dire ça, pas de virgule. Non, mais tu es d'accord avec ça? Oui. En terminant, les gens qui veulent te rejoindre sur Facebook, et tu dois avoir un web aussi. Dans le fond, sur mon site internet, www.jmtonchien.ca ou sur notre page Facebook sur J'aime ton chien. Okay. J'ai un petit cadeau pour toi. Comme tu aimes les chiens, j'ai pensé ça, tu aimerais ça. Un beau petit chien, un chien saucisse. Très mignon. Tu dois avoir des chiens saucisses en consultation. Oui, j'en ai. Ben là, tu as le tien personnel à toi. Puis lui, ben, il ne demandera pas beaucoup de soins. Puis il ne fera pas de dégâts non plus. Il ne mordra pas. Il ne fera pas rien. Fait que c'est pour toi, Maryse. Merci d'avoir été des nôtres. Ça fait plaisir. Toujours très intéressant. Tu peux rester avec moi. On a presque terminé. Je vous parle maintenant de Pixel, l'incontournable, un centre d'imagerie tout à fait particulier quand on parle d'imprimerie, de graphisme. Tout simplement, le numéro 1 de la Rive-Nord, c'est situé, c'est pas tellement dur à trouver, en face de l'ancienne marina de Repentigny, au 351 Notre-Dame à Repentigny. Service varié, très professionnel qui vous attend. Pixel, l'incontournable, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-9944. Merci à nos deux invités, Anaïs Lé, qui est une DJ, une femme de musique et d'expérience, et Maryse Chauvette, toujours très intéressante. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.